Alors, donc venons-en maintenant à la solution pour U0 quelconque, hein, et non pas simplement comme une somme finie de cosinus. Alors, ça, donc on va vraiment passer par les séries de Fourier désormais. Donc ici, imaginez que U0 ce soit ça. U0 elle est définie sur 0, hein, voilà la fonction. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais la prolonger. D'abord, je vais la prolonger par imparité. Donc vous voyez, je répète la fonction ici sur moins 1, 0 par imparité. Et ensuite, je la répète par deux périodicités. Je construis une fonction de deux périodiques. Ok, donc maintenant, sur U0, une fonction quelconque dans C1 de 0,1. Donc là, on vient en fait à la partie vraiment totalement rigoureuse des théorèmes. Soit U0 appartenant à C1 de 0,1. Avec U de 0, on a dit, hein, l'hypothèse qu'on faisait, c'était U0 en 0 et en 1 vaut 0. Alors, qu'est-ce qui se passe si je construis ce prolongement, hein, soit donc, U0, le prolongement impair de périodique de U0 à tout R. Mon but étant d'utiliser les séries de Fourier. Ben, il y a quelque chose qui saute aux yeux, là par exemple sur le dessin, vous voyez que parce que la fonction U0 vaut 0 en 0 et en 1, elle est la fonction, le prolongement, lui, est nécessairement continu. U0 est continu sur R. Et par ailleurs, comme je suppose que U0 est dans C1, alors ça c'est K U0 égale U de 1 égale 0. Et de plus, comme U0 est C1 sur 0,1 fermé, ça implique que la fonction grand U0, elle est C1 par morceau. Hein, C1 par morceau, ça veut dire qu'il y a justement des morceaux, ce qu'on appelle une subdivision de R, telle que sur chacun des intervalles, la fonction est de classe C1 je vais y arriver sur l'ouvert 0,1 et que la fonction elle-même et ses dérivés, et sa dérivée admettent des limites en 0 et 1. Du coup, comme vous supposez que U0 est dans C1 de 0,1, si je regarde la fonction ici, grand U0, rien ne dit que le raccordement ici se fait de manière C1. Rien ne dit que, autrement dit, que la fonction grand U0 est elle-même C1. Par contre, ce qui est sûr, c'est que si je me place sur 0,1 ouvert, la fonction grand U0 est C1, puisque U0 l'est, et par ailleurs, grand U0 et sa dérivée admettent des limites en 0 et en 1. C'est parce que U0 est C1 sur 0 et 1, jusque 0 et 1. Okay, donc c'est bien ça être C1 par morceau. Et U0 est C1 par morceau. Car U0 est dans C1. J'insiste sur le fait que c'est important que U0 soit C1 jusqu'à 0 et 1 sur le 0,1 fermé, parce que vous avez une fonction qui n'irait pas du tout. Si je prends une fonction qui tend vers plus l'infini en 0, ça c'est bien une fonction qui est C1 sur l'ouvert 0,1 et pas sur le fermé 0,1. Et ça, vous allez avoir du mal à la prolonger en une fonction qui est continue C1 par morceau. C'est pas possible. C1 par morceau, encore une fois, une fonction qui est C1 par morceau, elle est C1 sur les ouverts et la fonction et sa dérivée, elles mettent des limites aux bornes. Okay, à gauche, quand on tend vers la borne de gauche et quand on tend vers la borne de droite. Et donc là, c'est très important. Et donc ici, on est dans le cadre d'application d'un grand théorème des séries de Fourier qui vous dit que quand vous avez une fonction continue et C1 par morceau, alors elle se développe en série de Fourier. Alors, U0 se développe en série de Fourier. Autrement dit, il existe une suite, il existe Bn, une suite de réels tels que U0, c'est la somme pour n allant de 1 plus l'infini, des Bn, sinus npx. Alors, normalement, quand vous développez en série de Fourier,
il y a deux choses. La première, c'est que vous avez un terme potentiellement constant ici, mais ici, parce que la fonction u0 est impaire, vous n'en avez pas. Hein. C'est ça qui vous permet d'écrire directement cette série-là. Et l'autre chose, c'est que sous l'hypothèse qu'il y a continuité, et la continuité est le caractère C1 par morceau, c'est que la convergence est normale. Okay, avec convergence normale. Ça, c'est très important. Ok, et donc vous voyez que très naturellement, comme en fait, ça c'est valable sur R tout entier, mais du coup c'est valable en particulier sur 0,1, sur R, en particulier sur 0,1, bah, la fonction grand U0 qui coïncide avec la fonction petit U0 qui nous intéresse, elle s'écrit comme on le voulait. En particulier, U0, ça c'est un petit U0, hein. C'est la somme pour n allant de 1 plus l'infini de Bn sinus n sur pour tout x appartenant à 0,1 et avec convergence normale de la série de fonctions. Hein. C'est l'occasion de réviser vos séries de fonctions de L2, j'imagine. Alors, bien sûr, petite remarque, un Bn se calcule. Bien sûr, Bn, on sait ce que ça vaut en fonction de U0, heureusement. Je vais l'écrire. Ici, Bn, c'est le produit scalaire de U0 avec ce qu'il faut. Et donc ici, le bon produit scalaire, c'est l'intégrale sur 0,1 de U0 du Y sinus npi y. Mais ça n'a pas grande importance. Hein. Ce qui compte vraiment, c'est d'avoir écrit U0, la condition initiale, comme une série, alors cette fois infinie. Et vous voyez, du coup, on a un candidat naturel pour la solution U de Tx. On définit. Alors, il va falloir vérifier que cette définition a un sens. Hein. U de Tx égale, pour t strictement positif, en même t positif, ici x appartenant à 0,1, ben la somme de n allant de 1 à plus l'infini des Bn cosinus, sinus n pi x exponentielle moins lambda n carré pi carré. Et ça, on va vérifier que c'est une solution. Alors d'abord que c'est bien défini, et on va vérifier que c'est une solution de l'équation. Okay. Alors la première chose, donc il y a plusieurs choses à vérifier. D'ailleurs peut-être que je vais continuer encore un petit peu au moins sur cette séquence. Donc on va vérifier donc, un certain nombre de choses. Là ça devient un petit peu plus technique, mais c'est quand même le moment où on est content parce qu'on fait des maths rigoureuses. On va vérifier que ce truc-là satisfait le début. Et avant toute chose, est-ce que cet objet-là est défini? Est-ce que je peux calculer U de Tx pour un t positif x appartenant à 0? La réponse, ça c'est oui. Pourquoi? Parce que comme je sais qu'il y a convergence normale de la somme des Bn sinus npx, bah, l'exponentielle ne va pas vraiment m'embêter parce que c'est plus petit que 1. Okay, donc, je constate que la série des Bn sinus npx pour x appartenant à 0,1 t positif, donc ils sont fixés, x et t sont fixés, somme des Bn sinus npx, ce truc-là, il s'agit juste de se demander si c'est une série convergente. Il y a plein de manières de le voir, hein, mais il n'y a pas de manière pour t strictement positif. Pour t quelconque, c'est très simple hein, que ça converge. Pourquoi converge car, eh bien, j'ai la majoration, tout simplement. Bn sinus npx exponentielle moins n carré pi carré t carré 1, c'est plus petit que, bah, je vais y aller très sauvagement, je vais juste majorer par le sup. Je majore les exponentielles par 1,
et donc c'est plus petit que le sup pour x appartenant à 0,1 de Bn, je vais peut-être écrire en dessous, c'est plus petit que le sup de Bn sinus npx. Ok. Et or, je sais que cette série converge. Pourquoi? Parce que la série des Bn sinus npx converge normalement. Ça veut dire quoi? On a une série qui converge normalement, somme des un de x, c'est somme des Vn de x, disons, c'est si la somme des normes infinies de Vn converge, la série des sommes de Vn infinies converge. Ça, c'est. Et cette série converge. C'est la convergence normale qui est rappelée ici. Convergence normale, alors je note CVN pour convergence normale de la série de Bn. Donc pour chaque t positif x dans 0,1, cet objet-là, c'est une série convergente. Donc j'ai tout à fait le droit de décrire la somme de n égale à 1 plus l'infini de ce truc-là. C'est un certain réel, et c'est ça que j'appelle u de tx. Donc u de tx. U de tx est bien défini. Pour tout t positif x appartenant à 0. Okay. Alors, je ne suis pas au bout de mes peines, parce qu'il faut que je vérifie que u de tx, que cette fonction-là est régulière, qu'elle satisfait les conditions bord et la condition initiale. Alors bien sûr, comme maintenant vous y êtes habitué, la condition initiale, ça ne va pas être trop difficile, vu le choix qu'on a fait. Donc, maintenant on s'attaque au problème de Cauchy. J'ai montré que la fonction est bien définie. Donc, on a u de t pour tout t strictement positif, pour tout x, pour tout t strictement positif, u de t0 égale, u de t0, ça consiste à faire t égale 0 là-dedans. Donc j'obtiens la somme des Bn. Alors ça consiste à faire x égale 0 là-dedans, donc j'obtiens simplement Bn fois 0 égale 0. Heureusement, sinus de npx, on les a justement choisis parce qu'ils résolvaient l'équation, notamment, ils résolvaient l'équation phi seconde égale c fois phi, vous vous souvenez, puis aussi phi de 0 égale phi de 1 égale 0. J'ai aussi u de t1 égale mon sinus de np, donc c'est la somme des Bn sinus np. Bon, ici j'ai l'exponentielle, moins n carré, pi carré, p carré. Ça c'est 0. Ouais, ça fait 0. Ces deux trucs-là font 0. Les conditions bord sont vérifiées. Ok, donc on est content, les conditions bord sont vérifiées. Pour ce qui est de maintenant des conditions, la condition initiale, pour tout x appartenant à 0,1, la condition initiale, je demande qu'elle soit vérifiée seulement dans l'ouvert, dans oméga, mais il se trouve qu'ici elle est aussi vérifiée en 0 et 1. Bah, je peux calculer u de 0x. Si je fais t égale 0 là-dedans, l'exponentielle fait 1, donc j'ai juste la somme pour n allant de 1 à plus l'infini des Bn sinus npx. Et ça, par définition, c'est u0 de x. Okay. Donc j'ai aussi les conditions initiales. J'ai aussi la condition initiale. Ok. Donc, la condition initiale est vérifiée. La condition initiale est vérifiée. Donc il reste deux choses. En fait, une chose, mais c'est de vérifier que l'équation, le dp elle-même est satisfaite. Et la difficulté, c'est juste de s'assurer que l'objet qu'on a construit, u de tx, qui du coup a disparu, est de classe C2 en x et de classe C1 en temps. Si je sais faire ça, j'ai gagné, même s'il faudra encore vérifier que ça vérifie le dp. S'assurer que ça vérifie le dp. Et ça, normalement, on a tout fait en choisissant cette exponentielle et ce sinus pour que ça vérifie le dp. Souvenez-vous, on a dit,
je veux que u de tx satisfasse le dp qui s'écrit psi de x fois phi de t, phi de x pour psi de t, et on est tombé sur ces deux objets-là. Donc normalement, la difficulté c'est juste de savoir si oui ou non c'est C2 en x et C1 en t, puis ensuite le fait que ça satisfait le dp, ça va tomber tout seul. Donc montrons maintenant que d rond tu de tx moins d rond xxu de tx égale 0 pour tout t strictement positif, pour tout x appartenant à 0. Et je vais faire ça dans la séquence d'après parce que c'est un petit peu plus calculatoire. À la démonstration que la solution qu'on a proposée, c'est bien une solution de l'EDP. Et pour ça, donc avant de faire ce calcul, bien sûr, il faut que je justifie que la fonction est C1 en temps et C2 en espace. Et on va faire un peu plus que ça parce que on va vouloir s'assurer qu'on peut dériver terme à terme. Hein. On va faire la dérivation de série de fonctions terme à terme. Donc, je me donne, pour l'instant, je vais commencer par regarder la régularité en x. Donc, soit t strictement positif fixé, T0 du coup, je l'appelle T0. Montrons que l'application qui a x associe u de tx est C. Alors, il me faut C2. Hein. J'ai besoin de C2 pour pouvoir calculer les dérivés secondes par rapport à x. On va vouloir montrer ça, mais on va vouloir même montrer un petit peu plus, et qu'on peut dériver terme à terme. Ok, donc allons-y, c'est x de t0. Du coup, ce qui m'intéresse, c'est la série de fonctions. Je vais noter soit Vn, la série de fonctions qui a x associe u de t0x, ça me faisait quoi? Ça faisait Bn sinus n pi x, et puis exponentielle moins n carré pi carré t0. Et donc, je veux montrer que ça, c'est de classe C2. Okay. Bon, en fait, c'est même mieux que ça. Hein. Vous voyez que chaque fonction, alors, c'est même mieux, on va voir, hein, mais chaque fonction Vn, chaque Vn appartient même à C infini de 0,1. C infini de R, hein, mais bon, ce qui nous intéresse, c'est 0,1. Et pour pouvoir dériver terme à terme, vous avez des théorèmes qui vous disent que s'il y a convergence normale des séries successives, eh bien, vous pouvez dériver terme à terme. Donc je me donne soit K, et je vais regarder Vn dérivé K fois en x, et je vais essayer de majorer ça pour avoir de la convergence normale. Ça, c'est donné par quoi? Donc je dérive K fois par rapport à x. Hein. Donc ici, l'exponentielle ne bouge pas, Bn non plus, ça fait juste Bn. Quand je dérive K fois le sinus, ça fait Npi puissance K fois sinus ou cosinus, mais j'ai les valeurs absolues. Donc sinus Npi x. Là, c'est une notation très moche pour dire que j'ai sinus ou cosinus selon le nombre de fois que j'ai dérivé, et avec une valeur absolue. Si je dérive une première fois, j'ai cosinus, puis une seconde fois, j'ai moins sinus, mais que la valeur absolue, je ne m'en inquiète pas. Et j'ai moins exponentielle n carré, pi carré, t carré. T0 carré. Ok, donc ça, je peux majorer ça par, du coup, hein, c'est pour ça qu'on ne s'embête pas trop longtemps avec ce sinus-cosinus, c'est majoré par Bn. Alors, je vais mettre les constantes. J'ai un pi puissance k qui est une constante, et puis j'ai Bn, n puissance k, exponentielle moins n carré, pi carré, t0 carré. Alors la remarque que j'ai les valeurs absolues de Bn. Mais une remarque que j'aurais dû faire dès le départ, je vous rappelle que Bn, c'est rien d'autre que 2 fois l'intégrale de 0 à 1 de u0 de y sinus npi de y. Je ne veux plus m'embêter avec des Bn partout parce que ça dépend de n, donc j'ai envie de contrôler cette suite. Ça, c'est la valeur absolue sur le cas. Donc vous voyez que quitte à rentrer la valeur absolue dans l'intégrale et à majorer le sinus par 1, ça c'est plus petit que
2 fois l'intégrale de 0 à 1 de u0 de y dy. Alors ça, c'est une certaine constante que j'appelle m. U0, c'est une fonction continue sur 0,1, c'est MC1. Donc son intégrale, l'intégrale de sa valeur absolue, c'est parfaitement défini, c'est une certaine constante. Je l'appelle m. Du coup, je continue ma majoration. Et j'ai juste simplement la majoration grand M fois pi puissance k. Ça, c'est une brave constante. Et il me reste quoi? Il me reste L puissance k exponentielle moins n carré pi carré t0 carré. Alors, je réalise qu'il y a des carrés qui n'ont pas lieu d'être ici. Voilà. Ok. Bon, bah alors là, vous voyez que ça y est, j'ai une majoration qui est indépendante de x, et la série qui apparaît là, elle est bien sûr convergente. Le fait que t0 est strictement positif fait que j'ai une exponentielle moins n carré fois une constante fois un n puissance k. Ça, par exemple, vous pouvez vérifier, c'est par exemple un petit taux de 1 sur n au carré. Hein. Donc, ce que j'ai démontré, c'est que pour tout k appartenant à n, la série des Vn dérivées k fois converge normalement sur 0. En particulier, elle est donc x donne u de tx. Là, qu'est-ce que je peux dire donc t0 hein. En fait, c'est pas seulement c2, c'est même c infini. Ça, c'est incroyable. Et appartient à c infini, alors de 0,1 fermé, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est 0,1 ouvert. Donc, on n'a pas besoin de c infini, on voulait c2, mais du coup, tant mieux. Et on peut dériver terme à terme. Et d rond x de utx, et on peut dériver terme à terme. Donc en particulier, ici, je peux calculer la dérivée seconde de x en dérivant terme à terme, c'est-à-dire, en particulier, d rond x de u de tx, c'est donné par la dérivée, alors en t0, mais en t strictement positif quelconque, c'est donné par somme pour n allant de 1 plus l'infini de bn. Alors le sinus npx, je vais donc le dériver deux fois. Donc ça va me faire première fois un cosinus et deuxième fois un moins sinus. Donc ça va me faire un moins. Et puis ça me sort un npi au carré. Je ne sais pas si vous me rappelez de notre notation, ça c'est lambda n au carré, hein, tout à l'heure. Sinus npx exponentielle moins lambda n carré pi carré. Okay, donc voilà ce que vaut d rond x sur tx pour tout t strictement positif, pour tout x appartenant à 0. Ok, donc on fait une petite pause là, un instant, et on regarde ce qu'on a démontré. On a montré qu'on pouvait dériver autant de fois qu'on voulait par rapport à x. Ça, c'est une propriété extrêmement importante de l'équation de la chaleur. La condition initiale, elle, j'ai juste supposé qu'elle était C1, C1 sur 0,1. Et en fait, dès que t est strictement positif, c'est ce que j'utilise de manière cruciale ici pour dire que ça converge très très vite vers 0, et donc ce truc-là est un petit taux de 1 sur n carré. Dès que t est strictement positif, u de tx, donc la fonction qui a x associé u de tx, t strictement positif, elle est c infini sur 0. C'est ce qu'on appelle l'effet, c infini, ça c'est l'effet régularisant, dit régularisant de la chaleur. C'est une propriété extrêmement importante, ça vous dit que vous pouvez avoir une fonction qui est peu régulière initialement, dès que le temps est strictement positif, même très petit, vous avez une fonction qui est extrêmement régulière. On peut même aller plus loin que ça pour montrer qu'elle est analytique, et on peut même supposer que, sans faire par les séries de Fourier, donc avec la théorie faible des EDP, pour les solutions faibles, même si U0 est en fait même pas continue, elle est L2, bref, tout ça, ça marche très bien. Ok. Cela dit, on n'a pas fini, nous on voulait montrer quand même que U satisfait l'EDP, c'était le but depuis le départ. Alors, bah, maintenant je m'intéresse à la dérivation en temps.
Et je vais poursuivre sur cette séquence et je pense qu'on va finir, on va réussir à finir. Donc maintenant, soit x0 appartenant à 0,1 et montrons que Vn, que U, que la fonction qui a t associe U de Tx est dans C1 de R plus étoile. Ok, donc cette fois je vais noter Wn, c'est l'application. U de Tx est toujours sous forme d'une série de fonctions. Donc pour regarder sa régularité, il va falloir regarder la régularité des fonctions qui apparaissent dans la série de fonctions. Donc cette fois c'est la fonction Wn qui a t associe, donc c'est Bn sinus n pi x0 exponentielle moins n carré pi carré t. Voilà la série de fonctions. Et puis pareil, on va essayer de montrer qu'il y a convergence normale. Donc allons-y, on essaie de majorer. Alors le sinus, on ne va pas trop s'encombrer avec ça. Bn, on va aussi le majorer par 1. Donc ça c'est plus petit que grand N fois exponentielle n carré pi carré t. Attention, montrer de la convergence normale. Ah pardon, il faut que je veux démontrer, je vais me donner k appartenant à n, je veux dériver, pardon. Donc pour k appartenant à n, je vais quand même devoir calculer un peu les trucs. Je calcule. Wn dérivé k fois en t. Donc cette fois c'est par rapport à t, donc je dérive cette fonction-là. Donc Bn sinus n pi x 0 par rapport à t, c'est les brèves constantes, et c'est lui qui va faire des merveilles. Donc c'est égal à moins n carré pi carré puissance k fois le reste qui ne bouge pas. Bn sinus n pi x 0 exponentielle moins n carré pi carré t. Et ça, donc je majore. Ça c'est plus petit que des braves constantes, il y a un n, il y a un pi puissance 2k. Et puis il va rester quoi? Le sinus de majeur par 1, donc il me reste n puissance 2k exponentielle moins n carré pi carré. Ok. Donc voilà, ça c'est une brave constante, et du coup maintenant ce qui dépend de n, c'est ces trucs-là. Attention, bien sûr, pour la convergence normale, il faut une majoration indépendante de t, et donc là j'ai encore t, j'ai certainement pas fini ma majoration. Alors la meilleure majoration que je peux faire pour t strictement positif, c'est majorer l'exponentielle par 1. Est-ce qu'il y a une majoration qui est valable pour tout t strictement positif de l'exponentielle moins quelque chose fois t? Oui, c'est 1. Je ne peux pas faire mieux que ça, c'est pas possible. Donc du coup, je suis un petit peu embêté. Mais c'est pas très grave. Là, on va faire une technique très classique en série de fonctions. Ce que je vais faire, c'est que je vais dire, bon, qu'à cela ne tienne, je vais essayer de démontrer que la fonction est C1, pas sur R plus étoile, mais sur un certain, je sais pas, par exemple, sur 1 plus l'infini. Ok? Donc, pour epsilon, bien sûr, ça va être valable pour tout epsilon. Et bien, je peux dire la chose suivante, pour tout t appartenant, il faut que je me restreigne. Je ne peux pas avoir un résultat pour tout t strictement positif, je ne peux pas majorer l'exponentielle par mieux que 1. Donc il faut que je me restreigne sur les t plus grands que epsilon. Wn k de t, c'est plus petit que m pi puissance k, n puissance 2k, exponentielle moins n carré pi carré epsilon. Et me voilà sauvé maintenant, parce que ça y est, je récupère l'exponentielle moins n carré quelque chose qui me fait, heureusement, une série convergente. Et là, j'ai une majoration qui est bien indépendante de t. Attention. Et ça, c'est donc, par exemple, un petit taux de 1 sur n carré. Parce que l'exponentielle tend beaucoup plus vite vers 0 que n puissance de k ne tend vers plus l'infini, comme tout à l'heure. Donc de ça, j'en déduis quoi? Donc, pour Wn, pour tout k, Wn est dense, appartient, pardon, je vais y arriver. Donc U, la fonction qui a x associe à t associe U de tx, elle est dans C infini de epsilon plus l'infini. C'est ça que j'ai démontré. J'ai démontré que sur chaque epsilon plus l'infini, la fonction qui a t donne U de tx est C infini. Ça, c'est pour tout x appartenant à 0.
Mais comme c'est vrai pour n'importe quel epsilon, c'est vrai sur R plus étoile. Ok? Ça, c'est encore une fois une technique classique. Si vous me demandez, oui, mais est-ce qu'elle est simple? Vous m'avez dit ça pour epsilon égale 1 par exemple, mais quid de en 1,5? Ah bah, c'est pas grave, je prends epsilon égale 1,5. La fonction est C infini sur 1,5 ou fermé plus infini. Donc finalement, en fait, hein, ça implique appartient à C infini de R plus étoile. Alors bien sûr, là, ce qui compte, c'est que ça, c'est vrai pour tout epsilon strictement positif. Donc la fonction qui a t donné de tx est C infini de R plus étoile. Donc, nouvel effet régularisant, en fait, la fonction, elle n'est pas seulement C1 en t, elle est en fait C infini en t, pour t strictement positif. Nous, ce qu'il nous fallait, c'était C1, donc on est content, et de plus, hein, ce que je n'ai pas dit, mais que j'ajoute ici, et de plus, et on peut dériver terme à terme. Par la convergence normale, par la CDN de la série des WNK. Voilà, donc on est presque arrivé au bout de nos peines. Je finis par ce dernier calcul, qui est que je calcule maintenant d rond t de u de tx pour tout t strictement positif, pour tout x appartenant à 0,1. D rond tu de tx, c'est je calcule la dérivée terme à terme. Alors, donc j'arrive par rapport à t, le sinus il ne bouge pas. Et l'exponentielle, elle me fait un moins n carré pi carré exponentielle moins, je vais faire je vais dans notre place, c'est égal à la somme pour n allant de 1 plus infini de bn sinus n dx, la dérivée par rapport au temps de ce qui reste, c'est-à-dire moins n carré pi carré exponentielle n carré pi carré. Mais là, la magie opère. Si vous regardez le calcul qu'on a fait tout à l'heure de d rond xx u de tx, bah, c'était exactement ça. Ça, c'est égal à d rond xx u de tx. Calcul qu'on a fait tout à l'heure. Alors, il ne faut pas que vous vous disiez que c'est de la magie. Bien sûr, ce qui fait que ça a marché, c'est que le psi et le phi de tout à l'heure, on les a choisis exactement pour que, bah, quand on dérive par rapport au temps, quand on dérive deux fois par rapport à l'espace, on tombe sur la même chose. Donc, c'est pas du tout de la magie, là, ce qui s'est passé. C'est vraiment lié au choix qu'on a fait initialement. Okay. Donc là, ça clôt complètement la preuve. On a montré la condition d'or, la condition initiale, on a montré que la fonction était C2, C1, C2 par rapport à IC1 par rapport au temps. En fait, on a montré qu'elle était C infini. Et donc, c'est ce qu'on appelle l'effet régularisant de l'équation de la chaleur. Pensez-y surtout en termes de x. U0 n'est pas forcément régulière, elle est peut-être juste C1 ou en fait, on pourrait, avec les solutions faibles, elle peut même être un peu moins régulière que ça. Bref, quand elle est C1, automatiquement, je devrais même dire immédiatement en temps strictement positif, d'un seul coup, la fonction qui a x associé u de tx, elle est C infini. Donc voilà pour l'équation de la chaleur. Donc vous voyez que, d'ailleurs une petite remarque, donc j'ai bien fait de faire une dernière séquence, vous voyez qu'on a trouvé une solution qui, on pourrait discuter de son côté explicite, hein. C'est une série infinie, donc si on doit calculer ça numériquement, d'ailleurs on va voir que numériquement on ne passe pas du tout par cette formule. Cela dit, théoriquement c'est quand même très intéressant puisque ça nous permet de vérifier ce genre de résultats, l'effet régularisant, etc. Mais je vous fais remarquer que ce n'est pas non plus fondamentalement très différent de, par exemple, la résolution. Si vous écrivez, vous résolvez y' égale lambda y, disons moins lambda y, vous dites ah oui, bah, je connais la solution, par exemple pour celle qui vaut 0, qui vaut 1 ou 0, c'est exponentielle moins lambda t. Bon, mais ça en fait, la vraie définition de ce sujet-là, hein, c'est juste la somme pour n allant de 0 à plus l'infini de la série qui définit l'exponentielle, moins lambda t puissance n sur n factoriel. Donc pareil, numériquement, a priori, si vous voulez calculer y au temps 3, bah, il faut que vous calculiez une série. Et en fait, bien sûr, vous n'allez pas faire ça. Vous allez soit faire appel au fait que l'exponentielle, il y a des codes très poussés pour la calculer très précisément, ou si vous pensez vraiment très équatif, bah, vous avez des schémas numériques pour résoudre cette équation différentielle sans jamais essayer d'écrire une série. Là, ça va être la même chose. On va avoir des schémas numériques pour résoudre l'équation de la chaleur, et on ne va pas du tout passer par cette formule explicite qui est peu exploitable, même si d'un point de vue théorique, elle est bien sûr extrêmement importante. Ok, on s'arrête là, et ça clôt le chapitre 4, et le chapitre suivant est donc
certaines méthodes numériques, dites les méthodes de différence finie, pour résoudre des équations ou dérivées partielles relativement simples, et notamment l'équation de transport et l'équation de diffusion, qui seront à nouveau nos deux exemples fil rouge pour le dernier chapitre.